Сегодня ночью вооруженные силы Российской Федерации нанесли сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по пунктам дислокации подразделений Вооруженных сил Украины, а также местам хранения боеприпасов, вооружения и военной техники, доставленных из западных стран. Цель удара достигнута. Всі назначені об'єкти поражені. Ми маємо пам'ятати і те, яких зусиль вартує така зброя для України. Скільки часу, енергії, аргументів, зустрічей, інформаційної роботи день за днем, місяць за місяцем наша команда діяла заради того, щоб у нас був захист неба. Колись ми чули, що патріоти. Alors, l'Ukraine affirme avoir abattu 6 missiles russes hypersoniques l'année dernière. Les missiles, pourtant présentés par Moscou comme quasiment impossibles à intercepter. Le Kremlin a démenti l'information. Alors, c'est toujours qui dit vrai quand on parle de ces choses-là. Mais son attaque a été lancée alors que le président ukrainien a fait une tournée européenne pour demander davantage de soutien militaire. Puis, il semble peut-être avoir fait des gains là-dessus. J'ai fait le point plutôt avec Tatiana Ogarkova, journaliste et responsable du département international à l'Ukraine Crisis Media Center. Bonsoir Tatiana, bienvenue à 24/60. Bonsoir. Cette guerre se poursuit avec de nouvelles attaques russes. Quelle a été l'ampleur de l'attaque et de la résistance ukrainienne ces dernières heures? En fait, l'attaque de cette nuit était particulièrement dense et puissante. Il y avait 18 missiles, dont quelques missiles balistiques du type Kinjal. 6 missiles de ce type qui ont été envoyés vers la capitale ukrainienne. On était réveillés par les détonations qui étaient extrêmement fortes dans tous les quartiers de Kiev carrément, étant donné que nous sommes un peu éloignés à l'est. Et même malgré cela, nous étions carrément réveillés par les frappes. Donc le matin, nous avons appris que la totalité de missiles, y compris des missiles balistiques et les drones aussi, ont été abattus par notre défense aérienne, de quoi se réjouir. Mais c'est vrai que ça fait plusieurs jours qu'on ne dort presque pas parce que c'est la 8e attaque contre la capitale depuis le début de ce mois, donc qui ne fait que 2 semaines. Donc 8 nuits sans sommeil avec le fait d'être réveillé comme ça à 3 heures du matin, ça commence à peser sur les habitants de Kiev. Mais bien sûr, à la fois, on est très heureux de voir que la quasi-totalité de ces attaques ont été repoussées par les forces aériennes de l'Ukraine. Avec des armes de défense. Dites-moi, on est à quelques heures de la visite d'un émissaire chinois. Au terme d'une visite européenne, enfin, M. Zelensky est allé dans plusieurs pays, même aller rencontrer le pape. On va y revenir dans un instant. Mais qu'attendez-vous de cet émissaire chinois? On voit que la Chine continue son jeu diplomatique qui consiste à essayer de proposer une formule de paix qui est propre à la Chine, mais qui visiblement n'est pas très acceptée par le président ukrainien, par le pouvoir en Ukraine, notamment par les citoyens ukrainiens. C'est un plan de paix qui est très contradictoire, mais à la fois, suite à cet entretien téléphonique entre Zelensky et le leader chinois, on peut espérer que, en tout cas, que la Chine ne va pas aider non plus à la Russie et ne va pas chercher à prolonger à l'outrance cette guerre qui pèse trop lourdement sur les épaules des citoyens ukrainiens. Donc c'est ça l'espoir, surtout qu'il n'y aura pas d'envoi d'armes chinoises à la Russie. Quant à cet effort diplomatique, bien sûr, il y aura le temps pour la diplomatie, mais ce n'est pas maintenant. Il faudrait d'abord repousser encore plus les troupes russes et puis d'essayer de créer un contexte propre pour les négociations. Pour l'instant, l'agresseur n'a pas renoncé à son plan initial qui consiste à raser en fait l'Ukraine de la carte de l'Europe, raser au sens très, très propre de ce terme. Donc il n'y a pas de négociation dans les médias. En même temps, le président Zelensky a pris la parole au Conseil de l'Europe aujourd'hui au terme de sa tournée dans différents pays. C'était d'abord assez risqué pour lui, j'imagine, de quitter l'Ukraine comme ça, de se promener d'un pays à l'autre. Mais hier, il était au Royaume-Uni. Pourquoi comprendre que le Royaume-Uni et les Pays-Bas veulent, en tout cas, créer une coalition internationale, ce serait leur initiative, pour livrer des avions de combat, des F-16, à l'Ukraine, ce qui n'a jamais été obtenu jusqu'à maintenant. Ce serait bien accueilli, ce serait important comme décision pour vous, cette aide?
Oui, oui, c'est la livraison des avions de combat pourrait être décisif pour l'issue de cette guerre. C'est vrai que Volodymyr Zelensky avait annoncé que un des objectifs de ce voyage en Europe, qui comprend Rome, Berlin, Paris, Londres, était justement de créer cette coalition pour les avions de combat. Hier encore, les annonces étaient plutôt pessimistes, puisque c'est uniquement à Londres que nous avons entendu parler des entraînements des pilotes et non pas des avions de combat en tant que tels qui seront livrés. Les Anglais ont bien expliqué qu'ils ne peuvent pas livrer les avions qui n'ont pas, justement parce qu'ils ne disposent pas de ces avions du type F-16 dont l'Ukraine a besoin, mais à la fois, comme c'était annoncé par notre ministre des Affaires étrangères, rien que les écoles pour les pilotes, ça veut dire qu'on approche cette décision qui serait politique que de livrer un fonds à l'Ukraine les avions de combat, parce que ça ne sert à rien de traîner les pilotes si on n'envisage pas dans un futur assez proche ou à moyen terme de livrer les avions de combat. C'est une question qui serait adressée à nos partenaires américains tout d'abord. Donc tout ceci sera à venir et les avions de combat, bien sûr, ils sont très nécessaires pour la contre-offensive, pour protéger les troupes ukrainiennes qui vont progresser au sol, pour les protéger des frappes aériennes par missiles de types différents de la Russie. Donc tout ceci pourra sauver pas mal de vies des soldats ukrainiens. Et donc je tiens à rappeler que l'Ukraine avait déjà malheureusement payé un prix extrêmement élevé pour continuer cette guerre en termes de vies humaines, en termes de vie de nos soldats. Et qui parle de guerre, parle de grand traumatisme. Le président Macron, aujourd'hui, a évoqué l'idée de créer une centaine de centres d'aide en santé mentale pour aider le peuple ukrainien à guérir ces traumatismes. C'est intéressant? Oui, c'est vrai, c'est vraiment aussi très nécessité par la population civile qui, indépendamment où on habite à l'est ou à l'ouest ou au centre, on subit tous, même nous les civils, les conséquences de la guerre. Et il y a des enfants qui se réveillent la nuit en pleurant puisqu'ils ont peur de ces frappes qui sont justement partout dans le pays. Il y a énormément de gens qui ont perdu déjà leurs proches lors de cette guerre, leur mari, leur fils, leur père aussi. Tout ce traumatisme de la perte d'un proche, elle est très présente physiquement, il pèse lourdement sur la population. Il y a aussi les traumatismes de perte du travail, de perte de la maison. Il y a 20% du territoire ukrainien qui est littéralement ravagé par la guerre. Il s'agit des maisons détruites, des appartements détruits, il s'agit de mondes détruits, des mondes humains qui sont détruits. Tout ceci, c'est un traumatisme qui est à guérir. On n'a aucun doute que ça va prendre une génération à guérir les traumas que déjà la population avait subis. Donc les centres proposés par Emmanuel Macron sont vraiment seront très utiles pour les Ukrainiens. Alors merci beaucoup, Tatiana, d'avoir commenté les dernières nouvelles concernant cette guerre qui n'en finit plus. Merci beaucoup et encore une fois, courage à vous et à vos proches. Au revoir, merci. Tatiana. Au revoir. Les 46 chefs d'État membres du Conseil de l'Europe se sont rassemblés en Islande, à Reykjavik, aujourd'hui pour se montrer unis face à la Russie. Ils ont discuté de l'aide à l'Ukraine et des moyens pour rendre la Russie criminellement responsable de sa guerre et de la destruction qu'elle engendre. Je fais le point avec Frédéric Bérand, directeur du département de sciences politiques à l'Université de Montréal. Alors, bonsoir, Frédéric Bérand. Bienvenue. Bonsoir. Alors, c'est un grand déploiement, 46 chefs d'État. M. Zelensky est en visioconférence. Il était de retour donc à Kiev. L'importance de cette rencontre et le message qu'on doit en retenir. Oui, on n'entend pas souvent parler du Conseil de l'Europe. C'est seulement le 4e sommet depuis sa fondation en 1949. Ce n'est pas l'Union européenne. Hein. C'est une organisation qui est aussi en Europe, mais qui est plus large. Par exemple, l'Ukraine en est membre. La Russie en a déjà été membre avant d'être exclue. Et normalement, c'est une organisation qui se fonde surtout sur son action culturelle et juridique, puisqu'elle gère notamment la Cour européenne des droits de l'homme. Là, on la voit jouer un rôle politique, un rôle diplomatique. C'est l'occasion pour les chefs d'État et de gouvernement d'un groupe beaucoup plus large que l'Union européenne et l'OTAN de montrer leur unité et leur soutien à la cause ukrainienne. En même temps, on apprenait que le Royaume-Uni, les Pays-Bas se préparaient à créer une grande coalition internationale pour ultimement fournir les fameux avions de combat, les fameux F-16. Est-ce que
c'est un pas en avant qui s'est confirmé à ce Conseil? Alors, ça fait partie d'une tournée plus large que Zelensky a menée en Europe, qu'il a menée en Italie, en Allemagne, en France, au Royaume-Uni. À Reykjavik, il était en visioconférence. Et il cherche effectivement à obtenir des engagements plus forts. C'est dans la lancée de ce qu'on voit depuis un an, finalement, où les Européens s'engagent toujours davantage. Là, il y a deux enjeux importants. D'une part, il y a des armes offensives plus importantes, donc les fameux F-16. C'est un avion de chasse qui est un peu daté déjà, mais que les Ukrainiens savent piloter. Il y a plusieurs pays européens et non européens qui en ont. On pense à la Turquie, la Grèce, les Pays-Bas. Et donc, les Néerlandais et les Britanniques veulent créer une coalition pour encourager le plus d'États membres possible à offrir des F-16 à l'Ukraine. Il y a beaucoup de F-16 en circulation en Europe et ailleurs. Et l'autre enjeu, c'est aussi le Royaume-Uni qui a offert pour la première fois des missiles de croisière, des missiles Scalp à l'Ukraine. Donc, ça lui permet d'être plus offensif. Mais il y a une dimension défensive aussi. Et là, Zelensky a obtenu de la part de la France et de l'Allemagne, par exemple, davantage de systèmes antiaériens, davantage de blindés, davantage de chars d'assaut. Oui, parce qu'on croyait que la Russie s'attaquait au système patriote, là, système anti-aérien, et que Moscou dit avoir réussi d'avoir touché ses cibles. Est-ce que c'est possible, ça? Ça, je ne sais pas s'ils ont réussi leurs objectifs aujourd'hui, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a deux éléments. Il y en a un premier, c'est que la Russie pilonne, bombarde constamment l'Ukraine, donc elle a besoin de défense anti-aérienne, et ça fait partie de ce que les Ukrainiens vont obtenir. Mais il y a aussi la contre-offensive qui se prépare pour reconquérir le territoire ukrainien, et là, l'Ukraine a besoin d'armes offensives, d'où l'idée des F-16, d'où l'idée des missiles de croisière. Maintenant, les fameux avions, quand on en parlait déjà il y a plusieurs mois, les experts, dont vous peut-être, disaient bien, c'est un pas difficile à franchir parce que là, pour l'OTAN, en tout cas, sont fournis des avions de combat. C'est un autre message. Là, oui, quand j'étais avec vous sur ce plateau il y a un an, je disais les avions de chasse, à mon avis, ça n'arrivera jamais puisqu'ils ont effectivement une portée offensive et la Russie le prendrait très mal. Mais ça montre à quel point les lignes ont bougé. Alors évidemment, tous les alliés disent aux Ukrainiens et les Ukrainiens s'engagent à n'utiliser, par exemple, ces avions de chasse que dans le cadre de la défense de leur territoire, de leur ciel national et non pas pour intervenir sur le territoire russe, par exemple. Mais la Crimée, comment ça serait interprété? Ou la Crimée, effectivement, qui serait interprétée par la Russie comme une attaque sur ce qui leur appartient depuis 2014, mais qui, en droit international, fait partie du territoire ukrainien. Il est question de créer un registre international des dommages causés par l'agression de la Russie. C'est tout à fait dans le mandat du Conseil de l'Europe. Ça veut dire... Oui, en effet. On vise la Cour, là, j'imagine, éventuellement. Donc, effectivement, il y a la question des dommages matériels et des dommages humains. Et là, on est tout à fait dans le mandat du Conseil de l'Europe. Il est certain qu'un jour, il y aura des responsables russes qui seront poursuivis, évidemment aussi devant la Cour pénale internationale. Mais là, entre-temps, il s'agit surtout des dommages matériels. C'est-à-dire que les villes, ça a été rappelé par la journaliste, ont été rasées par les Russes et il faudra les reconstruire. Il y a toute la question aussi du patrimoine de l'humanité qui existe en Ukraine, qui dépend, lui, de l'UNESCO. Donc, il y a toute une action qui va être menée pour, d'une part, essayer de protéger ce qui peut encore l'être des attaques russes, mais aussi, il faudra reconstruire tout ce patrimoine, toutes ces villes et aussi ces sociétés qui ont été détruites par l'invasion de la Russie. Puis à ce moment-ci, c'est le grand suspense. Quand aura lieu cette contre-offensive? Avec quelle force, quelle puissance, avec quelle conviction l'Ukraine peut-elle l'entreprendre, d'après vous? Mais là, on est dans le brouillard de la guerre. Évidemment, l'Ukraine n'a aucun intérêt à annoncer à l'avance où et quand elle va intervenir. Tout le monde s'attend à ce qu'elle le fasse, mais ça fait partie de l'incertitude qui plane. Pour l'instant, on voit surtout ce qui se passe à Bakhmut, qui est une ville plutôt contrôlée par les Russes, mais où les combats sont très, très, très violents, alors qu'il ne reste presque plus personne dans la ville. Et donc, on s'attend toujours à ce que dans les semaines qui viennent, il y ait cette fameuse contre-offensive et personne ne sait quel en sera le résultat. Est-ce que Zelensky a obtenu ce qu'il fallait pour mener cette contre-offensive? Difficile à dire, mais ce qui est sûr, c'est que les derniers jours ont plutôt été à sa satisfaction selon ses propres dires. Très bien. Frédéric Mérand, c'est toujours un plaisir de vous parler. Merci d'être passé en studio. Pareillement, bonne soirée. Merci, au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.